En 1998, la France est sacrée championne du monde avec 3 Olympiens dans ses rangs. Un an plus tard, l'OM atteint la finale de la Coupe UEFA et termine deuxième de Ligue 1. À ce moment-là, Marseille rayonne. Pourtant, entre 1999 et 2004, l'OM connaît une grande période d'instabilité. En 5 saisons, 11 entraîneurs sont nommés, 3 présidents se succèdent. C'est la même histoire au niveau du mercato. En 2001, Marseille enregistre 22 arrivées et 30 départs, tout simplement lunaires. Conséquence de cette gestion aléatoire, le club phocéen déçoit année après année. Seule la saison 2002-2003 est intéressante avec une 3e place, mais l'année suivante, l'OM retombe dans ses travers en finissant seulement 7ème du championnat. Heureusement, le parcours en Coupe UEFA sauve la saison. Dirigé par José Anigo et avec un Drogba inarrêtable, l'OM renoue avec son glorieux passé en battant des grands d'Europe comme Liverpool, l'Inter Milan, Newcastle, mais les Olympiens s'inclinent en finale contre Valence. Pour mettre de l'ordre dans la maison olympienne et enfin prendre le chemin de la stabilité, un homme arrive en tant que directeur sportif avant d'être nommé président, Pape Diouf. Ancien journaliste sportif reconnu à Marseille et agent de joueurs influents, il a pour mission de rebâtir l'OM. À la fois homme d'action et prévoyant, proche des joueurs et assez ferme pour gérer les dossiers brûlants, Pape Diouf a réussi à refaire de l'OM un club qui compte en France. À l'été 2004, pour son premier mercato en tant que directeur sportif, Pape Diouf doit directement gérer un dossier brûlant. Le nouveau coach de Chelsea, José Mourinho, veut absolument signer Didier Drogba pour asseoir ses ambitions. Chelsea fait donc une offre de 30 millions d'euros pour la star marseillaise, une somme colossale à l'époque. Malgré les zéros sur le chèque, Pape Diouf veut à tout prix le garder, il met même sa démission en jeu. Si Drogba part, je pars. Mais après une nuit de discussion avec son président, le nouveau directeur sportif de l'OM accepte de voir partir l'international ivoirien. Il négocie avec les Blues un transfert de 37 millions d'euros, record du club à l'époque et encore deuxième plus gros transfert aujourd'hui. Dès ses débuts aux affaires sportives, Pape Diouf est mis à rude épreuve, mais il parvient à s'en sortir avec brio. Avec cette importante manne financière, Pape Diouf reconstruit presque tout l'effectif. Il a une priorité en tête, remplacer le meilleur joueur du club et le meilleur joueur de Ligue 1 la saison dernière, une mission très difficile. Peggy Louindoula et Habib Bamogo arrivent en provenance de Lyon et Montpellier pour faire oublier Deadly Drogba. Avec seulement 16 réalisations à eux deux, on peut parler d'échec. Vicente Lizarazu débarque en provenance du Bayern Munich. Sur le papier, l'idée était intéressante, mais dans les faits, ça ne collera pas du tout entre Liza et l'OM. Le latéral gauche retourne à Munich dès l'hiver. Enfin, Diouf recrute 2 joueurs en provenance du PSG, l'ancien capitaine et défenseur DU et l'attaquant Fiorez. Fabrice Fiorez qui avait déclaré son amour pour le PSG et avait nargué les Marseillais lors d'un classique. Il est donc insulté de Judas et d'autres joyeusetés par les supporters parisiens. Mal accepté aussi du côté de Marseille, l'attaquant ne marque que 2 buts dans la saison, un fiasco total. Malgré ce mercato plutôt ambitieux sur le papier, l'OM réalise un mauvais début de saison avec seulement 5 victoires en 13 rencontres. 2 défaites coup sur coup face au PSG en Ligue 1 puis en Coupe de la Ligue entraînent la démission de José Anigo et du président Christophe Boucher. L'actionnaire du club, le Suisse Robert Louis Dreyfus, dresse un nouvel organigramme et nomme Pape Diouf président du club. C'est le tournant de l'ère. Pour redresser la barre, le nouveau patron nomme Philippe Troussier en tant qu'entraîneur. 2 joueurs débarquent à l'hiver pour renforcer l'effectif. Nakata qui ne marquera pas les esprits sauf pour cette action. Et Tai Taiwo, un jeune latéral gauche qui se fait remarquer pour son dynamisme et sa puissance hors du commun. Tous ces changements à la tête du club portent leurs fruits et les troupes olympiennes se remobilisent et signent 7 victoires en 12 matchs. L'OM tient même tête au leader incontesté Lyon dans son stade à Gerland. Au soir de la 29e journée, l'OM est le dauphin du championnat, tous les espoirs sont permis pour la fin de saison. Mais sur les 9 dernières journées, de manière un peu incompréhensible, les Olympiens lâchent complètement, ils ne remportent pas un seul match sur les 9 derniers. Logiquement, l'OM sort du podium. Cette mauvaise fin de parcours coûte sa place à Philippe Troussier qui est remplacé par Jean Fernandez. Cette première saison de Diouf en tant que président marque la fin des montagnes russes pour l'OM. Le club s'installe définitivement dans le top 5 de Ligue 1. À l'été 2005, José Anigo revient au club en tant que directeur sportif. Le mercato est plus calme que le précédent, mais les coups sont bien mieux ciblés. Des bons joueurs de Ligue 1 comme le milieu offensif de Sochaux, Wilson Oruma, ou le milieu récupérateur formé au PSG, Lorik Sana, viennent renforcer l'entrejeu de l'OM, tout comme Sabri Lamouchi qui arrive libre de l'Inter, un joueur essentiel. Enfin, débarquent 2 joueurs offensifs qui ont fait mal à l'OM la saison précédente, le buteur sénégalais de Strasbourg, Mamadou Niang. Quel joueur! Vitesse, technique, finesse devant les buts, un buteur complet qui allait marquer les prochaines saisons de l'OM. Pour jouer à ses côtés, Pape Diouf va chercher un ailier messin qui avait brillé au Vélodrome. Il arrive libre à l'OM, ce joueur, c'est Franck Ribéry. Et c'est un coup de maître tant le natif de Boulogne va tout casser à Marseille. Ses adversaires souffraient le martyre devant ce cocktail de dribble et d'explosivité, il n'avait juste pas le temps. À tel point qu'il va être appelé pour la Coupe du Monde 2006, il y fera 2-3 trucs pas trop mal. Pour Ribéry qui va arriver devant Casillas, vas-y mon petit.
beau mercato d'été sera complété à l'hiver par les arrivées de Michael Pagis, Renato Civilli, puis Taofilou Maolida, encore 3 bonnes pioches. Avec les nouvelles recrues, l'équipe constituée par Diouf monte en gamme. Jean Fernandez dispose souvent son 11 en 4-4-2 assez offensif. Au début de saison, Barthez occupe les buts, mais suite à un crachat en match amical contre un arbitre, il est suspendu tout le début de saison. C'est le gardien formé au club, Cédric Carasso, qui le remplace. Sur le banc, Nasri est souvent utilisé, soit en milieu offensif excentré, soit dans le double pivot. L'OM commence à avoir vraiment fière allure. Mais en raison d'une mauvaise entame de championnat, avec une victoire lors des 6 premières journées, l'OM prend du retard dans la course au podium. Au soir de la 36e journée, Marseille est 4ème, juste derrière Lille. Les Marseillais reçoivent des Strasbourgeois, 18ème et déjà condamnés pour la Ligue 2, 3 points cadeaux normalement. Et ben non, l'OM réussit on ne sait comment à partager les points avec Strasbourg. Dans le même temps, Lille atomise Lyon, déjà champion, 4-0. Avant la dernière journée, les Dogs ont leur destin entre leurs mains. Marseille se déplace à Chabandelmas pour affronter les Girondins de Bordeaux, déjà certains d'être deuxième. Les Dogs se rendent au stade de la Roue de Lorient pour y affronter Rennes. Tout va merveilleusement commencer. Peut-être. À 15 minutes de la fin, l'OM mène 1-0 à Bordeaux grâce à un but de l'inévitable Maolida. Au même moment, Lille perd 2-0 contre les Bretons. Le podium tend les bras aux Marseillais. Mais Fauvergue puis Bodmer sauvent les Dogs et leur offrent le point qui leur manquait pour la 3ème place. Cerise sur le gâteau du désarroi, Marseille ne brise pas la malédiction à Bordeaux car Fernando a égalisé en toute fin de match. L'échec à 2 doigts du podium aurait pu être atténué par des réussites en coupe, mais là encore, la finalité sera frustrante. Pourtant, tout avait bien démarré. L'été 2005, l'OM dispute une coupe européenne qui n'existe plus aujourd'hui, la coupe Intertoto. Elle permettait de se qualifier en coupe UEFA, l'ancienne Europa League. Au premier match, les Phocéens rencontrent les Suisses des Young Boys de Berne. L'OM assume son statut de favori et remporte les 2 matchs. En demi-finale, l'OM retrouve la Lazio de Rome. Même si son prime du début des années 2000 est passé, ça reste un gros morceau. L'Olympique de Marseille obtient un nul 1-1 à Rome, un résultat qui mettait l'OM en bonne position en vue du match retour au Vélodrome. Une belle performance que les Olympiens bonifient en écrasant la Lazio 3-0 au retour avec un Oruma en feu et un but de Franck Ribéry. L'OM accède à la finale et doit affronter le Deportivo La Corogne, une des meilleures équipes espagnoles à l'époque, tout simplement. Championne d'Espagne en 2000, La Corogne a disputé une demi-finale de Ligue des Champions en 2004. C'était une équipe fournie à tous les postes avec Coloccini, Scaloni, Capdevila derrière, le sublime milieu offensif Valerón et surtout l'exceptionnel buteur Diego Tristan, un attaquant qui a marqué 110 buts en 177 matchs sous les couleurs du Déport. C'est un énorme défi qui se présente aux Marseillais et cela se confirme dès le match aller, l'OM s'incline sur le score de 2-0 en Galice. Ce n'est plus un défi, mais une montagne que l'OM doit gravir. Dans une arène chauffée à blanc, les Olympiens entament le match comme il faut avec l'ouverture du score de Ribéry suite à une erreur du gardien Molina. Tout commence bien pour l'OM. Mais la Corogne ne se laisse pas faire et Andrade égalise 4 minutes plus tard. Quelques instants après, Ribéry et Dutcher s'embrouillent et l'arbitre les sanctionne d'un carton rouge très sévère. Les Marseillais perdent une de leurs meilleures armes offensives alors qu'ils doivent mettre encore 3 buts. Cela ressemble à une mission impossible. Pourtant, à l'heure de jeu, les Phocéens inscrivent un but suite à une action très confuse. C'était l'étincelle qu'il fallait pour embrasser le stade Vélodrome et les 10 bleus et blancs sur le terrain. Sur une accélération, Oruma élimine Capdevila qui le fauche et prend un deuxième carton jaune. La Corogne est à 9, l'OM doit pousser. Un message reçu 5 sur 5 par Niang qui inscrit le 3ème but. José Molina est en train de couler son équipe avec toutes ses bourdes. Plus qu'un but et c'est la victoire de l'OM. Et voilà, grâce à son flair de renard, Niang inscrit un doublé et donne l'avantage décisif à l'OM. Marseille l'a fait, Marseille a renversé la Corogne en termes d'un match de folie. Le Vélodrome explose. Pour parfaitement conclure la soirée, Oruma fait un festival et marque le 5ème but. C'est mérité pour ce joueur qui a été énorme sur toute la compétition. Ça fait 5-1 pour les Olympiens. L'OM écrit une très belle page de son histoire européenne. Après un dernier barrage et une qualification au tir au but face aux Belges de Berchot, l'OM accède aux poules de la Coupe UEFA. Les groupes étaient constitués de 5 équipes et il n'y avait pas de match aller-retour. L'OM termine premier de sa poule avec 3 victoires et 1 défaite juste devant les Bulgares du Levski Sofia et les Hollandais d'Eindhoven. En 16e de finale, l'OM affronte Bolton, une bonne équipe de première ligue qui détient notamment JJ Okocha. Après un 0-0 dans la banlieue de Manchester, les hommes de Jean Fernandez s'imposent 2-1 au Vélodrome grâce à un bon coup de casque de Ribéry sur un centre de Nasri. En 8e de finale, l'OM tire le Zénith Saint-Pétersbourg, une équipe dangereuse qui a notamment battu Séville en phase de poule. À l'aller, les Phocéens s'inclinent 1-0 suite à un but d'André Arshavin. Au match retour en Russie, Kerzakov aggrave la marque avant que D1 réduise l'écart sur coup franc, mais ce n'est pas suffisant, l'OM est éliminé de la C3.
Après la défaite en Coupe d'Europe, le dernier espoir de trophée pour Marseille est donc la Coupe de France. L'OM n'a pas gagné de titre depuis 1993 et tout Marseille se languit de soulever à nouveau un trophée. Surtout la Coupe de France, l'OM étant le recordman de la compétition à l'époque, avec 10 éditions remportées. Après des victoires tranquilles face au Havre, Metz puis contre Sochaux, l'OM retrouve Lyon en quart de finale. Les Gaunes survolent les débats en Ligue 1, ils ont même battu le Real Madrid 3-0 en poule de Ligue des Champions. Marseille est donc loin d'être favori, mais attention, les Olympiens ont su prouver qu'ils étaient capables d'être présents lors des grands rendez-vous. Et au vu du 11 de départ lyonnais, c'est un grand rendez-vous. Pour affronter l'ogre lyonnais, Jean Fernandez sort son classique 4-4-2, c'est parti pour le choc. Et ça commence fort, très fort pour l'OM. Sur un ballon aérien, Maolida se retrouve seul et a juste coupé. L'attaquant en forme de cette fin de saison célèbre le but à sa manière. Déjà 1-0 pour les Phocéens. Mais 5 minutes plus tard, sur un très bon corner de Juninho, l'attaquant brésilien Fred égalise, tout est à refaire. Attention, gros danger avec l'artificier Oriverde avec ce coup franc. Heureusement, c'est raté. Lyon commence à dominer et Marseille doit faire le dos rond, quand soudain... Grâce à son duo Ribéry-Niang, l'OM reprend les commandes, les Olympiens sont en train de faire un truc énorme. Désormais, l'OM doit défendre son avantage d'un but, bec et ongle. Govou manque l'immanquable dans le temps additionnel et ça y est, Marseille frappe un grand coup en sortant Lyon, l'archi-favori de la compétition, chez lui. En demi-finale, les Marseillais balayent le stade rennais 3-0 et filent en finale pour y retrouver le Paris Saint-Germain. Un classique en finale, c'est une affiche de rêve, d'autant plus que cette saison, les deux rencontres en championnat ont été tendues. Au stade Vélodrome, les Bleus et Blancs l'emportent 1-0 grâce à un but de l'ancien parisien Loïc Sana qui célèbre sans retenue d'air. Avant le match retour au parc, le président du Paris Saint-Germain décide de vendre les places en parquage visiteur à des supporters parisiens, un acte jugé dangereux par le président de Marseille, Pape Diouf. Pape Diouf décide alors d'envoyer l'équipe réserve et quelques remplaçants dans la capitale, une décision que beaucoup jugent suicidaire, mais l'histoire lui donne raison. Après un match peu spectaculaire, l'équipe qu'on appellera l'équipe des minots tient tête au PSG et ramène un point du Parc des Princes. Voilà le contexte avant la finale. Le PSG 9ème et l'OM 5ème doivent tous les deux remporter la victoire afin de sauver la saison, et de toute manière, il est impossible d'envisager de perdre contre l'ennemi ONU. Fernandez aligne son équipe type, Guy Lacombe, le coach du PSG, présente un 11 en 4-2-3-1. La principale menace est bien évidemment Paoletta. L'Aigle des Açores a marqué 29 buts en 44 matchs avec le PSG cette saison, c'est le meilleur attaquant de Ligue 1. Mais le danger ne vient pas de lui, sur un ballon qui traîne, Bonaventure Kalou envoie une mine qui oblige Barthez à aller chercher le ballon au fond des filets. Et ça ne va pas s'arranger, au retour des vestiaires, Dorasso fonce vers le but et envoie une autre frappe surpuissante de 30 mètres, aïe, ça fait 2-0 pour le PSG. 5 minutes plus tard, Kalou reçoit un ballon dans la surface, il est à deux doigts de mettre un terme au suspense, mais il trouve la barre. Piroten trouve le poteau sur coup franc, c'est le feu dans la maison marseillaise. Mais alors qu'ils sont passés proches du chaos, les Phocéens réagissent grâce à Maolida, ça fait 2-1, il reste 20 grosses minutes pour renverser le match. La Mouchi, seule dans la surface, croque une énorme occasion. Malheureusement, c'est à peu près tout. L'OM est défait par le PSG en finale de Coupe de France. C'est une immense déception. La coupe était si proche, mais c'est le rival qui s'en empare. Terrible. Cette saison aurait pu être tellement plus belle. Quel dommage, ça s'est joué d'un cheveu dans toutes les compétitions. Malgré tout, cette saison peut être vue comme un signe d'encouragement. L'OM rejoue le haut du tableau sur la scène nationale et s'est même offert un parcours sympa en Coupe d'Europe. On a juste trop hâte du prochain exercice pour effacer le goût amer de la fin de celle-ci. Si la vidéo vous plaît, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Voilà, je me lance dans l'aventure YouTube et ça me serait vraiment d'une grande aide, ça serait vraiment beaucoup de force, donc merci beaucoup. Avant même le début de saison, Jean Fernandez pose sa démission. Ayant vécu des épisodes difficiles dans la cité phocéenne, il préfère quitter le club. C'est son
son adjoint Albert Raymond qui le remplace. Ne disposant toujours pas de beaucoup de moyens, l'OM se renforce encore à moindre coût lors de ce mercato. Dans cette optique, l'OM décroche le prêt de Djibril Cissé en provenance de Liverpool. Ses graves blessures ne lui ont pas permis de montrer l'immense talent dont il a fait preuve à Auxerre. Il débarque blessé à Marseille, ne pouvant jouer son premier match qu'en décembre. Ronald Zubar et Julien Rodriguez viennent pour consolider la défense. Le milieu parisien Modeste Mbami rejoint le club. Enfin, José Anigo va chercher un milieu offensif évoluant en national, Mathieu Valbuena. Pour compenser ses nombreuses arrivées, l'OM dégraisse, Lamouchi, DU, Barthez partent libres. L'OM a réussi à améliorer son effectif sans trop dépenser et surtout sans perdre de joueurs majeurs. Pourtant, l'un d'entre eux a tout fait pour partir. Ce joueur, c'est Franck Ribéry, meilleur espoir de Ligue 1, né au bleu, l'ailier gauche est en pleine pente ascendante. Pour continuer sa progression, il veut rejoindre un plus gros club. Jean-Michel Aulas, toujours en quête des meilleurs joueurs du championnat, veut à tout prix le faire signer à Lyon. Le Marseillais est sensible à l'idée de rejoindre Lyon, notamment pour y disputer la Ligue des Champions. Il ira même jusqu'à affirmer cette envie au JT de TF1, un terrible affront pour le club marseillais. Pape Diouf, qui venait de prolonger son joueur star, n'apprécie pas, mais alors pas du tout. Il déclare même s'il avait une chance sur 1000 de partir, il venait de la perdre. Pape Diouf affirme qu'il ne quitterait pas le club, surtout pour Lyon, et que s'il décidait de ne plus jouer, il irait jouer en équipe réserve. Dans le même temps, il lui promet que s'il fait une bonne saison, il aurait un bon de sortie l'été prochain. Niang et Bey recadrent également sévèrement leur jeune coéquipier qui a déclaré vouloir jouer avec des grands joueurs à Lyon. Le président marseillais gagne finalement son bras de fer avec Lyon et son joueur. Il en profite pour lâcher une punchline assassine à Jean-Michel Aulas. Jean-Michel Aulas est le plus fiefé menteur du football français. On serait un éléphant aux pattes d'argile si on se laissait déstabiliser par le premier guignol venu. Le cas Ribéry est un bon exemple de la bonne gestion de Diouf à l'OM, un véritable commandant de bord déterminé pour mener le navire marseillais à bon port. Après 2 saisons à finir 5ème, il était grand temps que l'OM passe à la vitesse supérieure. Pour cela, il faut absolument se qualifier pour la prestigieuse et lucrative Ligue des Champions. Pour parvenir à cet objectif, l'OM peut compter sur un tout nouveau 11 type. Un petit mot pour le trio sous l'attaquant, Ribéry, Nasri, Niang, un trio d'une qualité technique exceptionnelle. L'OM porté par ces trois-là, c'était vraiment total régal. Albert Raymond avait donc à sa main une bien belle équipe qui avait pour ambition de remonter sur le podium, une performance que l'OM n'a réalisée que 2 fois sur les 8 dernières saisons. Pour ce faire, les Olympiens allègent leur calendrier en perdant dès les barrages de Coupe UEFA face aux Tchèques de Bodeslav. Les Marseillais s'inclinent également lourdement en Coupe de la Ligue face à Saint-Etienne. 2 grosses désillusions, mais l'important, c'est le championnat. Et ça, Ribéry et ses coéquipiers l'ont très bien intégré. Sur les 6 premières journées de championnat, l'OM en gagne 5 pour un seul match nul. En point d'orgue de ce début de saison canon, le déplacement au Parc des Princes. Les Marseillais veulent prendre leur revanche sur ces Parisiens qui leur ont enlevé la Coupe de France quelques mois plus tôt. Niang ouvre rapidement le score sur un penalty qu'il tire en 2 fois. Mais suite à une main de Bey, le PSG obtient également un péno. Carasso bloque magnifiquement la tentative de Paoletta et montre qu'il a la carrure pour remplacer Barthez. Mais, le pénalty est à retirer et cette fois le gardien ne peut rien faire. L'OM impressionne par ses combinaisons rapides et précises. Après une course folle du dragster Ribéry, Niang mystifie Yepes et se fait faucher. Landreau repousse le tir de Nasri, mais le minot a bien suivi, ça fait 2-1. Enfin Ribéry, vraiment inarrêtable ce soir-là, met un crochet qui hante encore toutes les nuits de Mendy et envoie une galette pour Pagis. Cet OM, trop fort pour le PSG, s'impose de la tête et des épaules au Parc des Princes. Après une victoire face à Bordeaux, l'OM est premier ex-aequo avec Lyon, un début de saison quasi parfait. Mais après ce début de saison, les Marseillais enchaînent les résultats en dents de scie, avec notamment une cinglante défaite 1-4 au Vélodrome face à Lyon. Des Gaunes toujours trop forts pour la Ligue 1 qui compte 11 longueurs d'avance sur l'OM, le deuxième, après seulement 11 journées. Et l'OM continue de glisser au classement. Entre le 1er octobre et le 19 novembre, Marseille ne remporte pas un seul match de Ligue 1. Après avoir tutoyé les sommets, l'OM n'est plus que 8ème de Ligue 1. Une situation intolérable aux yeux de Pape Diouf, comme le raconte Loïc Sana. Et puis il venait dans le vestiaire, il me disait les gars, on a le 2e budget, vous êtes les 2e joueurs les plus payés, pourquoi on n'est pas 2e, on était 3e, 4e, ou 5e je crois, ça arrivait aussi. Alors oui, Lyon est intouchable, mais pour le reste, l'OM doit mieux faire, cette équipe en a largement le potentiel. Avec le retour de Cissé et malgré la blessure de Ribéry, l'équipe connaît une belle embellie et remonte au pied du podium en Ligue 1. Cela avant de recevoir Lyon pour un 8ème de finale de Coupe de France au Vélodrome. Avec 15 points de retard sur ces mêmes Lyonnais en championnat, la Coupe est d'ores et déjà le dernier espoir de titre cette saison. L'année dernière, les coéquipiers de Juninho sont déjà tombés face à l'OM, ils feront donc tout pour éviter que cela recommence. Le Vélodrome est plein à craquer pour cette grande soirée qui s'annonce. A noter que Niang et Pagis, les 2 meilleurs buteurs marseillais, sont sur le banc. Après cette ouverture du score lyonnaise, c'est un festival d'occasions manquées pour l'OM.
Cissé, loin d'être dans un grand soir, rate tout. Marseille domine, mais n'arrive pas à revenir. Le coach fait alors rentrer Niang et Pagis et tente le tout pour le tout. Heureusement, Carasso reste vigilant. La persévérance marseillaise va finir par payer, c'est mérité au vu du match de l'OM, il reste 5 minutes pour faire la différence. L'OM passe devant dans le temps additionnel grâce à ses deux remplaçants, le Vélodrome explose, pour la deuxième année de suite, les Olympiens éliminent Lyon en Coupe de France. Et là, normalement, c'est le moment où je vous dis que cette victoire probante contre le rival lyonnais lance la fin de saison en boulet de canon de l'OM, que nenni. Après cette belle victoire contre Lyon en Coupe de France, l'OM ne remporte que 1 des 7 prochains matchs de Ligue 1. À l'aube du sprint final, l'OM est de nouveau 8ème, mais chance pour eux, toute la Ligue 1 avance au ralenti, le podium n'est qu'à 5 points et lance le deuxième à 7. Mais avant de se pencher sur ce sprint final, l'équipe d'Albert Raymond doit se concentrer sur la Coupe de France. L'OM n'est qu'à 3 matchs d'un titre que tout le peuple marseillais attend depuis 14 ans. D'autant plus que Marseille a un tirage très favorable en quart de finale. Les Phocéens vont rencontrer la modeste équipe de National, Vannes. Impossible que l'OM, en quart de finale de Coupe de France, s'incline contre une équipe de division inférieure, qui plus est à domicile, n'est-ce pas ? Eh bien, à l'époque, c'est vrai en tout cas, Marseille atomise Vannes 5-0 et file en demi-finale. Contre Nantes en demi-finale, c'est peu ou prou le même tarif, 3-0. Marseille file donc en finale. Pour la deuxième année consécutive, l'OM a le droit de se rendre au Stade de France pour tenter de soulever la Coupe de France. L'OM est toujours recordman de la compétition à l'époque. Comme pour les tours précédents, Marseille fait office de favori, même si Sochaux est une bonne équipe du top 10 de Ligue 1. Pour cette finale, Aimon fait dans le classique avec toujours cette attaque de feu, Ribéry, Nasri, Niang, Cissé. En face, Sochaux est une bonne équipe, mais pas au niveau de celle de l'OM. Le match commence parfaitement pour l'OM, Samir Nasri sert Cissé de manière peu académique mais ô combien intelligente, l'attaquant à la teinture conclut bien de la tête. Sochaux ne se laisse pas abattre, essaye de répondre immédiatement, la barre sauve Carasso. Quelques minutes plus tard, Leroy envoie un centre parfait pour Dagano, Zubar ne saute pas et Sochener égalise, l'OM doit tout reprendre à 0. Phocéens et Lyonceaux n'ayant pas réussi à se partager en 90 minutes, on part en prolongation. Comme au début de match, Marseille prend très vite l'avantage sur une tête de Cissé, les supporters exultent. L'OM n'est plus qu'à 20 minutes de soulever la Coupe de France, il faut tenir. Comment la défense peut faire une telle erreur de marquage à 5 minutes de la fin? Le Talek remet Sochaux dans le coup d'une belle tête piquée. C'est la fin de la prolongation, de partout. Tout se joue donc au fatidique tir au but. Maolida rate sa tentative, Marseille a déjà un péno de retard. Cissé pour permettre à Marseille de continuer d'espérer. Magnifique, le buteur olympien a 100% assumé dans un moment tellement tendu. Si Bréchet marque, c'est fini, tout Marseille prit Carasso et la bonne mère.
Et il la sort. Le portier marseillais fait l'arrêt qu'il faut au moment où il faut. L'OM doit désormais égaliser. Nasri s'avance, le minot de 19 ans qui fait une très belle saison, formé au club, la pression de toute une ville est sur ses épaules, de tout un peuple. Et il l'a fait, avec un tir de patron, il relance complètement l'OM. Penalty décisif pour Zubar, s'il la manque, c'est fini pour Marseille. Marseille perd une nouvelle finale, quelle désillusion. Marseille a mené 2 fois, est revenu au tir au but, c'est passé à un cheveu, c'est tellement décevant. Et même si c'est facile de parler après coup, cela aurait été sûrement mieux d'envoyer un joueur d'expérience comme Ribéry, Bey ou Oruma, plutôt que le jeune Zubar. Avec 2 défaites de suite en finale, Marseille est décidément maudit en Coupe de France. Il ne reste plus que le championnat pour sourire désormais. 8ème de Ligue 1, l'OM doit passer sur le podium en moins de 8 journées. Première étape, le LOSC, l'équipe qui a privé l'OM de podium la saison dernière. Avec un doublé de Niang et un autre plus surprenant de Sivelli, Marseille s'impose largement 4-1. Pour le match suivant, les Marseillais dominateurs face à Valenciennes ne parviennent pas à s'imposer. C'est le dernier faux pas de l'OM en Ligue 1. Après une victoire face à 3, les coéquipiers de Ribéry battent Sochaux, l'équipe qui malheureusement leur tiendra tête quelques semaines plus tard en finale de Coupe de France. Au moins, ce soir-là, c'est régalade pour l'OM. Grâce à des buts de Sana, Cissé, Nasri, puis Ribéry, inarrêtable ce soir-là, les Bleus et Blancs s'imposent 4-2 dans leur vélodrome. Les Olympiens vont chercher un succès précieux en principauté face à Monaco, avec notamment un joli but de Ribéry, bouillant dans cette fin de saison. Ribéry est en forme, mais le vrai homme fort de cette fin de saison marseillaise, c'est bien Cissé. L'international français inscrit 7 buts lors des 8 derniers matchs. À 3 matchs de la fin, l'OM est revenu tout proche du podium. Marseille reçoit Nancy alors que Lens et Bordeaux ont perdu, l'occasion est belle, très belle, surtout quand à un quart d'heure de la fin, Niang ouvre le score sur penalty. Ah, il faut tout refaire. Mais cette équipe phocéenne a de la ressource. Sur une merveille de centre de Valbuena, Cissé catapulte le ballon au fond des filets. Marseille s'impose et s'empare de la place de dauphin à 2 journées de la fin. 37ème journée, l'équipe d'Albert Raymond se déplace à Geoffroy Guichard pour y affronter Saint-Etienne. Seulement 8ème, le rival stéphanois se ferait un plaisir d'accrocher l'OM et de l'empêcher d'accéder à la Ligue des Champions. Sur une frappe de mule de Cissé, l'OM prend l'avantage. Inspiré par Cissé, Peydounok a lui aussi un pétard dans la lucarne. Mais Marseille repasse devant grâce à un but de Petit Vélo. Les 2 buts marseillais résument très bien cet OM d'Albert Raymond, du talent débordant et un jeu collectif léché. On en reste là, l'OM s'impose dans le chaudron. Eh mais attendez, ni Lens, ni Bordeaux ne s'est imposé, donc c'est fait. Marseille est 2ème de Ligue 1, ils ne peuvent plus être rattrapés, c'est officiel. Avant même que la dernière rencontre face à Sedan démarre, le Vélodrome exulte, un vrai spectacle son et couleurs. Comme un symbole, c'est le minot Samir Nasri qui a inscrit le but de la victoire, la fête est totale. Marseille va retrouver la plus belle des compétitions, la Ligue des Champions. Et c'est mérité. Sur les 8 derniers matchs, Marseille en a remporté 7. Cette qualification pour la LDC marque la fin de la première étape du projet Diouf en 3 ans. Le nouveau patron de l'OM a sorti le club de l'instabilité chronique dans laquelle il baignait depuis de trop nombreuses années. 2 top 5, une place de dauphin, des beaux parcours en Coupe d'Europe et en Coupe de France, l'OM a retrouvé une partie de son standing. Et ce avec peu de moyens, Pape Diouf a réussi à bâtir une équipe très compétitive alors que son propriétaire ne met pas forcément beaucoup d'argent sur la table. En gérant à merveille les égos,
les départs, la construction de l'effectif, le projet sportif, Pape Diouf a réussi sa première partie de mandat. Cependant, la seconde commencera de manière catastrophique, à tel point que l'OM sera dans la zone rouge après un début de saison désastreux. Pape Diouf sortira alors un lapin de son chapeau, un véritable tour de magie. Un coach belge expérimenté, adepte d'un jeu très offensif et un formidable manager. Il relancera le club et même mieux, il amènera à un niveau supérieur. Cet entraîneur, c'est Eric Guéret. La suite dans le prochain épisode.